Bonjour à tous euphoriques du cinéma et ou enthousiastes de la science et tous ceux qui nous écoutent alors qu'ils étendent leur linge. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène sa science. Un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Hors Norme d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment mieux intégrer les personnes sur le spectre de l'autisme. Pour cela, nous reviendrons sur la définition de l'autisme, sur les différents types des troubles du spectre autistique, sur l'intégration des personnes TSA et plus particulièrement dans le milieu scolaire. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, David Cohen, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeur à Sorbonne Université. Bonjour David. Bonjour madame. Ça va Joseph? J'ai tiré le signal d'alarme sans le faire exprès. Je sais. Mais ils t'ont pas fait mal? Je suis innocent. Je sais que t'es innocent. T'inquiète pas. Tu viens avec moi? Bah viens. Viens. On y va. S'il vous plaît, monsieur, là. Oui, pardon? Attendez une minute, on est d'accord que c'est pas la première fois que ça lui arrive? C'était déjà arrivé avant? Non, enfin, je m'en rappelle pas, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, là, maintenant je suis là, je vais le raccompagner, tout va bien, hein. Pardon, mais il a le droit de prendre les transports tout seul? Alors, en fait, en ce moment, on est au milieu d'un protocole et il doit faire plusieurs fois la ligne pour... Monsieur, vous êtes au courant qu'il y a d'autres personnes qui prennent les transports en commun le matin à cette heure-ci? Oui, je sais bien. Vraiment désolé, on est confus. Il a pas été très coopératif, on s'y est pris à 4, et même là, c'était compliqué. Il a même essayé de me mordre. Alors là, par contre, ça m'étonnerait beaucoup. Rassure-moi, Joseph, tu as pas essayé de mordre le monsieur? Je suis innocent. Non, mais je sais bien que t'es innocent. Il est pas du tout du genre violent. Vraiment pas. Est-ce que je peux taper ma mère? Non, il peut pas. Il aime bien faire ce genre de blague. Il fait exprès pour me mettre mal à l'aise. Bon ben, au revoir, merci, on y va. Allez. Merci monsieur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Hors Norme. Bruno et Malik, joués respectivement par Vincent Cassel et Reda Kateb, vivent depuis 20 ans dans le monde des enfants et adolescents sur le spectre de l'autisme. Au sein de leurs deux associations, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hypercomplexes, avec des guillemets. La situation se complique quand l'association de Bruno se retrouve dans le viseur de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Cette histoire s'inspire du parcours bien réel des deux associations franciliennes, Le Silence des Justes et Relais Île-de-France. David, vous êtes chef du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce service en particulier? Qu'est-ce que vous faites en fait dans ce service-là? Alors moi je dirige un service qui a une particularité, c'est que c'est le lieu historique, j'ai envie de dire, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en Europe et donc en France, puisque c'est la première chaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui a ouvert à la Salpêtrière. Et à ce titre-là, c'est un service un peu atypique parce qu'on reçoit des cas en général plutôt compliqués, plutôt pour des avis spécialisés et souvent pour des demandes d'hospitalisation, puisqu'il y a beaucoup de lits d'hospitalisation, alors que la discipline dans laquelle je travaille est une discipline qui est vraiment ouverte vers le monde extérieur, les soins ambulatoires, la prévention, et pas tellement l'hospitalocentrisme. Mais c'est la particularité de mon service, donc je vous le décris comme tel. Et à ce titre-là, il a donc tout un département ou toute une section, on va dire, qui va prendre en charge les troubles du spectre de l'autisme, des cas les plus légers pour des évaluations, des accompagnements ambulatoires ou des conseils, et puis aux cas les plus lourds, qui sont ceux qu'on voit dans le film Hors Norme. D'ailleurs, je demande toujours aux personnes que j'invite dans l'émission s'ils ont vu le film et ce qu'ils en pensent. Mais vous, il y a une petite particularité quand même avec ce film Hors Norme, avec votre département en particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre lien avec le film de Toledano Nakache? Ils sont partis d'une histoire réelle, qui est les relations entre mon équipe, mon service et une unité qui s'appelle l'Usidatu et les deux associations dont on parle. L'histoire avec l'IGAS est tout à fait authentique, même si c'est pas exactement la présentation que vous en avez faite. Et puis, il y a le fait qu'ils ont commencé par étudier les choses sur un mode documentaire, parce qu'ils avaient réalisé 4 ou 5 ans avant le film, un reportage qui était passé sur Canal+, qui décrivait donc les conditions, là pour le coup très documentaires, de cette collaboration et de ce travail. Donc très orienté vers le silence des justes et les associations. Et puis après, ils
ils ont décidé de faire un film de fiction et on s'est rencontrés, ils ont rencontré des collègues de mon service, certains collaborateurs ont accompagné même le film, les acteurs. Ils ont été jusqu'à faire participer des figurants qui sont à la fois pris en charge par les associations, mais qui sont aussi des anciens patients du service. Donc pour nous, c'était extrêmement touchant. Et dans le film lui-même, je crois qu'il y a une infirmière, une éducatrice, quelques psys qui ont conseillé, etc. Donc il y a une forme d'intimité. Et à titre personnel, moi, je suis extrêmement reconnaissant Éric Nakache et Olivier Toledano, parce que je n'étais pas très chaud, parce que de manière générale, je ne suis pas très communicant, et j'avais un petit peu peur, à dire vrai, de ce qu'allait être cette aventure, mais quand je vois le résultat sur le plan populaire, l'impact qu'ils ont eu sur les mentalités, et surtout la prise de parole qu'ils ont permis sur ces cas les plus complexes, parce que jusqu'à présent, on parlait plutôt des cas légers ou, on va dire, des autistes de haut niveau. Même dans le cinéma, vous avez des références à des personnes autistes dans Rain Man, par exemple, ou dans Forrest Gump, mais c'est plutôt des gens d'un certain niveau, etc. Là, dans Hors Normes, on est vraiment avec des cas extrêmement difficiles et des gros troubles du comportement, des déficits cognitifs, etc., etc. Donc c'est vraiment un grand coup de chapeau. Et vous disiez, c'est pas tout à fait ce que j'ai décrit avec l'IGAS, qu'est-ce que vous entendez ? C'est une histoire bien réelle, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, les associations, elles se sont construites par la bonne volonté et par un engagement tout à fait spectaculaire des deux protagonistes qu'on voit dans le film, d'ailleurs, hein, et qui existent dans la vraie vie. Mais effectivement, ils sont, j'ai envie de dire, hors champ des associations classiques du médico-social, puisqu'on est dans le médico-social. Et à un moment donné, il va y avoir des frictions entre les directions qui demandent un certain nombre d'exigences aux associations du médico-social, et puis eux, leur bonne volonté et leur savoir-faire qu'ils ont développé finalement chemin faisant. Et donc en fait, l'IGAS a à la fois eu cet effet de contrainte et de contrôle, et en même temps de dégager des solutions. Et même si c'est raconté dans le film, et que je crois que dans la réalité, ça a été difficile pour tout le monde à un moment donné, quand il a été question ou envisagé qu'éventuellement ces associations ferment, tout simplement parce qu'elles étaient hors cadre, pour pas dire hors normes. Finalement, les inspecteurs IGAS ont été assez habiles, parce qu'ils ont bien vu les enjeux, ils ont bien vu l'intérêt qu'avait l'association, et même si au début, peut-être qu'ils étaient, je ne sais pas comment ils étaient au début, parce que moi, je n'ai pas suivi l'affaire dans le détail, par contre, je les ai rencontrés à 2 reprises, et mes équipes, on a bien vu que finalement, ils étaient plutôt là pour essayer de trouver des solutions qui soient conciliables, et surtout dans l'intérêt des familles et des personnes prises en charge. Oui, pas dans l'idée de simplement fermer ces deux associations. Et d'ailleurs, elles ont toujours pignon sur rue. Elles se sont d'ailleurs plutôt développées et de manière extrêmement structurée et intéressante. Donc moi, je crois que c'est une réussite. On y reviendra un petit peu après justement sur ce travail de ces associations et de ce que peut-être on pourrait faire en plus en fait finalement qu'elles font elles déjà sur la région francilienne. Déjà avant de rentrer vraiment sur le sujet du film qui parle de l'intégration comme ça des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, est-ce qu'on pourrait revoir un petit peu des définitions en fait, revoir un petit peu définir des mots. Déjà, c'est quoi l'autisme en soi ? Alors, je ne veux pas botter la balle en touche parce que, mais en fait. L'autisme, c'est à la fois une symptomatologie, un symptôme. Ça a d'abord été utilisé pour décrire l'enfermement des personnes schizophrènes, donc au début du siècle. Et après, des psychiatres d'enfants ont proposé que certains enfants dont le développement des interactions sociales était complètement inadapté, finalement, étaient autistes avant d'être schizophrènes, si je puis dire. Bon. Et d'ailleurs, les autistes ne deviennent jamais ou très peu schizophrènes. Donc, même si à un moment donné, on a confondu les deux maladies. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'autisme n'arrivait quasiment jamais seul. C'est-à-dire ces difficultés d'interaction sociale, elles arrivent souvent avec des difficultés de langage, avec des difficultés d'autres aspects du neurodéveloppement, comme des intérêts restreints, et d'ailleurs ça fait partie de la définition, mais aussi des espèces d'irrégularités ou d'anomalies sensorielles dans la gestion des émotions, dans l'anxiété, dans la motricité fine également, et bien sûr dans le langage. Et donc, du coup, on a eu 2 options et on a oscillé au cours de l'histoire récente de l'autisme entre plusieurs définitions. Une définition extrêmement restrictive, qui, grosso modo, comprend essentiellement les cas sévères. Et puis, une définition large spectre, où finalement, si on a un certain nombre de difficultés dans le champ des interactions sociales et des intérêts restreints et limités, à ce moment-là, on sera considéré dans le spectre de l'autisme. Et c'est la définition actuelle.
Mais du coup, cette définition, elle a du sens parce qu'elle donne une continuité à une certaine forme de dimension, mais elle pose aussi un certain nombre de problèmes parce que du coup, quand on prend le groupe du spectre autistique, on a une extrême hétérogénéité. Et d'ailleurs, cette hétérogénéité, elle est complexifiée parce que dans la classification actuelle des problématiques du développement, on parle des troubles du neurodéveloppement, et on a eu la même évolution dans les troubles du neurodéveloppement. Donc aujourd'hui, les troubles du spectre autistique, c'est un aspect des troubles du neurodéveloppement. Vous avez aussi les déficiences intellectuelles, qui sont donc les troubles du spectre autistique, déficience intellectuelle, probablement les troubles du neurodéveloppement les plus graves. Et puis vous avez des troubles du neurodéveloppement extrêmement légers, et on classe maintenant dedans même des problématiques qu'on ne classait pas forcément avant dans les troubles du neurodéveloppement, comme par exemple les dyslexies, dysorthographies. D'accord. Et donc on voit bien que cette tendance à l'extension et des définitions, c'est pas spécifique du spectre de l'autisme, c'est vraiment tous les troubles du spectre du neurodéveloppement. Et ça vient rendre compte de quoi ? Ça vient rendre compte de quelque chose qui, à mon avis, en tant que psychiatre d'enfant, est très important. C'est qu'en fait, c'est au moment du développement précoce qu'un certain nombre de choses se jouent sur le plan du développement. Et que finalement, quand un certain nombre d'étapes, quelles que soient les raisons, qu'elles soient environnementales ou éventuellement internes et biologiques, se ratent au cours du développement, à ce moment-là, la trace va rester finalement au niveau du neurodéveloppement, ce qui explique que même des problématiques qui ont une part biologique assez faible soient rentrées dans les troubles du neurodéveloppement dans les classifications contemporaines. Et est-ce que c'est en raison de cet élargissement que l'on parle de spectre de l'autisme et non pas d'autisme tout court ? Alors, tout à fait, c'est tout à fait exact. C'est dans les discussions autour des classifications, le terme spectre a été introduit justement pour rendre compte de cette hétérogénéité. Le problème, c'est que comme on fonctionne dans une société de communication, maintenant, on parle avec des sigles. Donc, spectre, plus personne l'utilise. On dit TSA et pour beaucoup de gens, TSA égale autisme. Vous dites que c'est au début du siècle que l'on a identifié l'autisme. Mais quand exactement ? D'un point de vue historique, les gens considèrent que le découvreur de l'autisme, c'est Itard, avec l'enfant sauvage. Alors, c'est une forme particulière avec des privations graves, etc. Et puis après, vous avez eu une Russe qui s'appelle Soukhareva qui a décrit ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Et puis, il y a eu tout un échange extrêmement intéressant, justement, parce que Asperger était dans une école qui était l'école de Lazare à Vienne, qui a été un peu décapitée par les nazis. Et un des collaborateurs de Lazare, qui n'a pas pris sa suite parce qu'il était juif, Frankel, est parti à Baltimore dans l'équipe de Léo Kanner. Et c'est probablement lui qui a beaucoup contribué dans les échanges avec Léo Kanner à faire que Léo Kanner, qui au départ était pédiatre ORL, s'intéresse à l'autisme et le définisse. Et d'ailleurs, dans le journal Princeps, où il y a l'article de Kanner, il y a aussi un article de Frankel qui décrit les troubles de la communication grave chez l'enfant. Dans le même numéro, je ne sais plus quelle est la revue d'ailleurs, Orthopsychiatrie, je crois. Faut que tu imagines que la plupart de ces jeunes, ils sont restés enfermés longtemps. Des mois, voire même des années. Nous, quand on les récupère, qu'ils se retrouvent au milieu de nous, avec les autres, ils sont perdus. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les gestes. Ils sont restés isolés trop longtemps. Après, il suffit d'une frustration, d'une angoisse pour que ça sorte. Comme ils n'ont pas les mots, comme tu as pu voir, ça peut être assez violent. Après, moi, je te dis ça, je peux que l'interpréter. Parce qu'en vrai, on ne sait pas grand-chose. Vous parlez du syndrome d'Asperger, qui est un mot presque entré dans le langage commun comme synonyme de l'autisme. Mais qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce syndrome ? Alors, en fait, le syndrome d'Asperger, pour faire simple, dans les anciennes définitions, parce qu'aujourd'hui, il a disparu des classifications contemporaines, on va dire, ce sont les personnes autistes qui avaient réussi à développer néanmoins un langage oral. Donc, c'est plutôt des formes sévères, mais avec langage oral. Quel bénéfice a eu cet élargissement du spectre de l'autisme que vous évoquiez plus tôt ? Est-ce qu'il n'augmente pas, par exemple, le risque de confusion et donc de stigmatisation des personnes autistes ? C'est qu'en fait, cet élargissement du spectre a un intérêt sur le plan sociétal. Parce que le fait de ne pas parler d'autisme qu'avec les formes les plus sévères, par exemple celles qu'on voit dans Hors Normes, ça a aussi permis d'abord que les personnes avec autisme qui sortent de l'autisme, et il y en a un certain nombre, et qui arrivent finalement à faire un certain nombre de choses, revendiquent une forme d'originalité dans leur être, parce qu'il leur reste des traits autistiques. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans des forums associatifs où vous avez des personnes autistes, souvent ils parlent de neurotypiques,
par opposition, Un neuroatypique. pour se distinguer finalement en termes d'étiquette de pathologie. Et on peut les comprendre parce que c'est un diagnostic qui est un diagnostic presque vie entière. Cette étiquette fait qu'ils pourraient s'identifier au côté négatif de l'étiquette dans la société, comme on voit dans plein de problématiques diverses ou pour les minorités. Donc ça a eu cet intérêt, le spectre autisme, c'est aussi d'ouvrir et de faire prendre conscience à la communauté que nous sommes qu'il y a aussi des personnes de qualité et en nombre parmi les personnes avec autisme. Et l'autre intérêt, c'est que ça a aussi permis de disjoindre la collusion qu'il y avait entre les formes sévères d'autisme et la déficience intellectuelle. Parce que souvent, les gens considéraient que finalement, chaque fois qu'il y avait autisme, il y avait aussi déficience intellectuelle, ce qui n'est pas le cas. Il y a une co-occurrence fréquente, mais ce n'est pas du tout systématique. Et là aussi, c'était au détriment des personnes autisme qui avaient des capacités cognitives et donc des capacités d'apprentissage aussi. Donc je pense que ça a été intéressant d'un point de vue sociétal, cette idée du spectre. C'est d'une part, ça a permis un certain nombre de prises de parole des personnes avec autisme, et pas seulement de leur famille ou de leurs représentants. Et puis ça a aussi permis de pointer les choses sur des formes plus positives qui permettent d'imaginer aussi impossible, même quand ils sont enfants, et ça c'est extrêmement encourageant pour nous soignants. On le voit dans le film, les deux associations menées par les personnages de Vincent Cassel et de Reda Kateb visent à l'intégration. L'intégration de jeunes gens issus de quartiers difficiles, mais aussi et surtout à l'intégration d'adolescents en situation de handicap ayant des troubles autistiques sévères. À l'heure actuelle, comment se déroule la scolarité d'un enfant diagnostiqué TSA ? Enfin, du moins en théorie. Comment ça se passe ? En fait, malheureusement, vous avez toutes les situations, puisqu'il y a il y a à la fois une hétérogénéité de personnes et de situations, et il y a une hétérogénéité de mise à jour des pratiques dans les territoires. Donc en fait, c'est les deux qui résultent des trajectoires que l'on rencontre. Alors si on prend l'hétérogénéité des personnes, eh bien, en général, quand ils sont petits, on arrive à faire des intégrations de qualité, justement parce qu'il n'y a pas trop de problèmes de comportement. Et les choses commencent à être difficiles dans la transition collège. Et après, pour les études supérieures, ça va dépendre aussi des apprentissages. Donc il y a des aspects pédagogiques, bien entendu. Mais vous avez finalement tout ce continuum. Et puis après, ça dépend comment les territoires et les institutions qui sont dans ces territoires, finalement, ont intégré cette composance et cette modernité. Parce que je crois que c'est une démarche moderne de penser à l'intégration scolaire des personnes avec autisme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche dont la France, en fait, a raté d'une certaine manière la modernité. Parce que du point de vue de l'intégration, la France était assez leader dans le monde. Dans les années 70, quand elle a créé les équipes de secteur pour s'occuper de toute la population et de tous les territoires, donc de secteur de psychiatrie d'adultes en santé mentale, mais aussi de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et qui, dans le champ des troubles du neurodéveloppement et de l'autisme, était en première ligne. Quand elle a créé le médico-social, avec des structures pour recevoir les personnes qui avaient des handicaps, etc., qui n'existent pas partout. Mais par contre, quand dans les autres pays, les questions se sont posées de manière équivalente, et qu'ils ont finalement pris pour une part, l'inclusion scolaire comme une priorité, nous, on n'a pas su faire cette transition et on s'est contenté de l'existant qu'on n'a pas su modifier suffisamment. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs un gros conflit dans les années, on va dire, 90, avec les associations, les politiques dans le champ des troubles du spectre autistique. C'est parce que justement, à juste titre, les familles réclamaient ce qui se faisait à l'étranger, et qui fonctionnait dans beaucoup de cas. Et du coup, on a mis du temps à trouver cet équilibre, nous, et il a fallu que l'Éducation nationale prenne des nouvelles lois qui est, de mon point de vue, même si je ne suis pas un spécialiste des aspects administratifs et juridiques, l'obligation scolaire pour tous, elle existait déjà dans la loi, avant la loi Kouchner de l'intégration scolaire. Mais il a fallu le remettre dans une loi pour bien affirmer à tout le monde, il faut y aller cette fois-ci. Là, on met vraiment tout le monde, c'est obligé. Voilà. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, en fonction des académies, parce qu'il va y avoir des différences de territoire, eh bien, vous allez avoir des académies qui s'y sont mis tout de suite, d'autres qui ont mis un peu plus de temps, d'autres qui ont un peu mélangé différents types de handicaps, d'autres qui arrivent à distinguer ceux qui ont des handicaps moteurs, ceux qui ont de l'autisme, ceux qui ont des déficits cognitifs, ceux-ci ou ceux-là, et qui, finalement, arrivent à une précision, à un grain. L'idée étant de ne pas recréer dans l'école
des espèces d'îlots totalement isolés du reste, mais qui est des vrais partages d'élèves et de camarades, même si on présente un handicap. Comment on prépare, par exemple, des personnes, des enseignants qui ont dans leur classe des enfants neuroatypiques ? Est-ce qu'il y a une formation qui est faite pour ces personnes-là ? Alors, est-ce qu'on les aide à intégrer aussi, ces enfants-là ? Normalement, à la fois dans les textes et dans les faits, oui. Oui, pas en pratique. Après, la question, c'est de savoir est-ce que le niveau de formation est suffisant et est-ce que l'accompagnement est suffisant. Je pense qu'il y a une double problématique. Il y a une problématique de spécificité et de technicité, et il y a une problématique de changement de mentalité. Et en fait, vous avez les deux courants dans l'éducation nationale, comme vous avez les deux courants dans la santé. Ce que je dis sur l'éducation nationale, parce que vous me posez la question de l'école, je pourrais le dire sur les hôpitaux et les équipes de psychiatrie aussi. Et dans la technicité, je pense que d'abord, normalement dans les ULIS, vous avez des enseignants spécialisés, donc ils ont eu une formation spécifique. Après, ils sont aidés, au-delà de leur formation spécifique, par des aides de vie scolaire qui vont venir renforcer en nombre, parce qu'il y a besoin d'une attention particulière pour ces enfants-là, à la fois dans les ULIS, mais aussi lorsqu'ils sont en enseignement, on va dire, partagé avec d'autres élèves. Et donc, c'est plutôt la formation des AVS qui est parfois un peu légère, parce que c'est des personnels qui sont moins qualifiés. Et donc, c'est là où il y a un accompagnement qui se renforce. Et puis, surtout, on fait beaucoup plus, et ça, je crois que c'est probablement l'avenir, de va-et-vient et de partage entre éducation et enseignement, famille et soins. Et c'est vrai que le fait d'avoir organisé des réunions qui normalement doivent être annuelles, où on met autour de la table famille, soignants, enseignants de l'enfant, pour essayer de penser le projet d'enseignement et le projet éducatif, c'est extrêmement intéressant dans beaucoup de situations. Et tout à l'heure, vous parliez que les troubles apparaissent plus particulièrement à la transition vers le collège, donc c'est-à-dire aux alentours où c'est plus sévère peut-être pour certains cas, vers 11-12 ans. En fait, peut-être je me suis mal exprimé tout à l'heure, merci de la question. C'est pas les troubles en eux-mêmes, parce que l'autisme, c'est un trouble précoce. C'est les problèmes de comportement. Oui, liés au comportement. Parce qu'en fait, un enfant qui se développe, indépendamment qu'il ait un trouble du spectre autistique ou autre chose, à partir du moment où il accumule des frustrations dans son expression personnelle, dans ses interactions avec les autres, dans sa réussite personnelle, dans la manière avec laquelle il se projette dans l'avenir, eh ben, il va manifester des problèmes de comportement au moment du collège. Vous avez ça pour les enfants en échec scolaire, vous avez ça pour les enfants avec du trouble du spectre autistique, pour les enfants avec déficience intellectuelle, enfin, peu importe certaines maladies organiques chroniques, vous avez ces manifestations-là. Après, chez les personnes avec autisme, elles peuvent prendre une couleur parfois extrêmement sévère, parce que on voit aussi ce qu'on appelle des formes de communication déviante. C'est-à-dire que l'adolescent, à ce moment-là, manifeste par des recours qui sont tellement inhabituels pour les personnes que nous sommes, qu'elles sont difficiles à décoder. Et du coup, quand elles se sont pérennisées depuis longtemps, on a beaucoup de mal finalement à retrouver la source initiale de pourquoi ça s'est manifesté comme ça. Et donc dans ce cas-là, quand un enfant, et donc adolescent plutôt à cet âge-là, montre ses troubles du comportement assez sévères, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant ? Est-ce qu'il peut rester dans un schéma scolaire traditionnel ? Ou bien, parce que après j'ai entendu des cas autour de moi, et beaucoup de personnes, j'imagine aussi, connaissent autour d'eux, voire le vivent, des enfants, au bout d'un moment, l'école dit « je ne peux plus accepter votre enfant » au sein du système scolaire. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là ? Historiquement, vous aviez les structures du médico-social, vous aviez les structures sanitaires et vous aviez l'école. Bon. L'inclusion scolaire se faisait de manière relativement modeste et pas du tout de manière systématique. Aujourd'hui, elle se fait de manière beaucoup plus systématique, elle se fait de manière beaucoup plus importante, les chiffres le montrent et chaque année, mais ça ne veut pas dire qu'elle réussit à tous les coups. Le médico-social en lui-même n'a pas non plus fermé. Il existe toujours. Et donc, quand les situations sont difficiles pour un certain nombre de parcours, et en particulier dans l'intégration scolaire, à ce moment-là, il y a des discussions et avec le médico-social et avec le sanitaire, en général coordonnées par la Maison du handicap, qui est une structure départementale où sont représentées toutes les institutions qui participent à la prise en charge de ces personnes, et à ce moment-là, une solution est proposée. Mais ce qui est difficile, c'est que parfois, il n'y a pas de solution, parce que certaines régions sont en tension, et en particulier la région Île-de-France.
Parce que quand on voit la densité finalement de la région Île-de-France en termes de population par rapport aux structures existantes, c'est une difficulté. Et puis l'autre difficulté de la région Île-de-France, c'est qu'avec la décentralisation, les partenariats qu'elle avait avec des régions un peu distantes, qu'elle faisait dans le champ même de la protection de l'enfance, par exemple, ils ont été difficiles à maintenir. Et puis les familles, de manière légitime, ont revendiqué le fait que, mais pourquoi envoyer nos enfants dans des régions qui sont loin ? Sauf que tout coûte cher en Île-de-France et que, comme le raconte très bien le film, les enjeux, par exemple, de locaux, ça vous met à plat une association tout de suite. Et donc, en fait, on est pris quand même dans des problématiques qui sont des problématiques de niveau différents, c'est-à-dire certaines sont macro, certaines sont très micro au niveau du terrain, et puis d'autres sont aussi, dans un certain nombre de situations, les institutions qui se renvoient la balle en disant « Ah ben non, mais moi, j'y arrive plus », c'est ce que vous disiez, en faisant référence à certaines situations que vous connaissez. Et donc, j'appelle le sanitaire ou le médico-social ou le politique à trouver la solution. Et en général, quand on est dans l'urgence, c'est rarement dans ces cas-là qu'on trouve les bonnes solutions. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir ces réunions régulières, même quand ça va bien. D'abord, parce que ça fait du bien à tout le monde de se dire « Tiens, dans cette situation, on rend service à quelqu'un ». Et puis surtout, ça permet que les gens se connaissent et se respectent. Parce qu'après, quand on a une situation difficile, c'est plus facile de collaborer. Vous l'expliquez, la France a encore beaucoup d'efforts à faire en termes d'intégration du handicap et notamment en matière d'autisme. Mais avez-vous des idées particulières de ce qui pourrait être fait ? Que pensez-vous des initiatives comme celle de certains supermarchés qui mettent en place une heure silencieuse où les lumières et les bruits sont limités pour protéger la sensibilité des personnes sur le spectre de l'autisme et leur faciliter l'accès aux grandes surfaces ? Alors, vous avez raison de me poser la question comme ça, parce que j'ai tendance des fois à être toujours un peu pessimiste peut-être et noir dans mes descriptions, mais non, je trouve qu'on fait beaucoup d'efforts et qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Après, comme moi je reçois des familles et mon équipe du matin au soir, et qu'il y a une forme d'insatisfaction dans les familles, forcément on la transmet. Et on la reçoit. Mais je pense sincèrement qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits sur ces 20 dernières années, à la fois par les politiques, à la fois au niveau des investissements même publics, et même des mentalités. Après, il y a des problèmes structurels donc, sur lesquels on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper au fait qu'il y a un certain nombre de réformes parfois qui sont difficiles à faire en France, et il y a parce que les mentalités ont des formes de résistance, et qu'il y a aussi un certain nombre de problématiques qui touchent finalement à plusieurs domaines. Et du coup, il y a une forme de paralysie parce que il faut que tout le monde soit d'accord pour prendre la décision. C'est assez fréquent, je crois, dans nos discussions collectives. Il n'y a qu'à voir, encore une fois, dans les crises qu'on traverse, combien le débat est à la fois autorisé, puisque tout le monde parle sur tout, et puis au bout du compte, c'est noyé dans une masse où on ne sait plus du tout quelle est la parole. Je ne dis pas qu'il y a plus de justesse, parce que ce ne serait pas le terme qui convient, mais à un moment donné, quand on arrête une décision, arrêtons la décision. Et il y a quelque chose qui est assez difficile, je trouve, dans le débat public. Donc sur l'autisme, pour revenir à la question de l'autisme, je trouve qu'il y a vraiment, les mentalités ont changé. Il y a eu énormément d'efforts de fait. Il y a eu énormément, je crois, aussi de reconnaissance par certaines professions, dont la mienne, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, des erreurs du passé, parce que, même si moi je ne suis pas de cette génération, je sais qu'un certain nombre de psys ont raconté n'importe quoi sur les parents de personnes autisme, mais quand on essaye d'expliquer le contexte historique des connaissances, à ce moment-là, on peut comprendre comment ils en sont arrivés là, ça ne les excuse absolument pas. Et je crois que c'est aussi dans cette collaboration avec les familles, dans cette construction, que je crois on peut faire avancer collectivement les choses. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est une société de la confrontation et qui n'est plus une société du dialogue, malheureusement. Et que souvent, les gens pensent, à juste titre parfois, du point de vue finaliste, que c'est en parlant le plus fort, en criant le plus fort, qu'on obtiendra finalement des choses. Et du coup, ça pollue quand même beaucoup le débat, et je pense que ça, finalement, nuit au changement de mentalité, si on veut que les changements de mentalité ne soient pas juste des réactions au bruit, mais des vraies prises de conscience internes
pour que les choses se fassent finalement en harmonie et en douceur. Merci beaucoup David Cohen. Avant de vous laisser, j'ai une petite question. Moi, je vous ai imposé, en même temps vous connaissiez bien le film de l'intérieur, mais je vous ai imposé hors norme comme base pour ce podcast. Est-ce que vous pourriez me recommander un film de votre choix, pas forcément lié à la question de l'autisme, ce qui vous plaît, un film que vous aimeriez partager et me dire, voilà, moi j'aime bien ce film-là, donc est-ce que il y avait un film que vous aimeriez juste partager avec moi ? Alors, je vais rester sur le champ de l'autisme, c'est Dodescaden de Kurosawa. Pourquoi ? Parce que c'est un film d'une tendresse absolument extraordinaire, comme sait faire Kurosawa, et qui décrit très bien dans une espèce de petite banlieue de je ne sais pas quelle ville japonaise, un enfant autiste et sa mère, et puis toutes les pérégrinations avec le voisin alcoolique, la voisine prostituée, enfin que sais-je, parce que le film, c'est toujours des descriptions très sociales chez Kurosawa. Merci David Cohen d'être venu nous donner des nouvelles des troubles du spectre autistique. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.